Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, je fais une review du SmackDown. Et je pense aussi que je vais faire la review de Raw. Je vais faire les deux en même temps parce que les shows ne sont pas très longs. Aux performances, les deux shows qui se sont déroulés au Performance Center. Et tout de suite, à l'heure où je vous parle, grosse news qui vient de tomber. WrestleMania aura bien lieu le 5 avril et il se fera à huis clos au Performance Center. Pour moi, c'est un véritable désastre. Le vieux, il aurait dû vraiment repousser, tout simplement repousser. C'est un véritable désastre. WrestleMania, la plus grande scène de catch au monde, se passera dans un centre d'entraînement, quoi, pour jeunes talents, quoi. Non, franchement, ça va. Bon, les shows au Performance Center, on a vu Raw et SmackDown, c'est pas dégueulasse. Tout est fait pour que ça ne soit pas dégueulasse. Et puis voilà, les commentateurs, Triple H était distrayant au micro, avec Michael Cole ça marchait bien, et puis voilà, c'était bien. Donc voilà, je vais vous présenter le show. Donc Triple H nous présente un peu le Performance Center, nous explique ce que c'est. Il nous présente aussi la carte de ce soir. Donc on commence avec Sasha Banks et Bayley qui arrivent et qui disent à la table des commentateurs qu'elles sont le visage de SmackDown, etc. Vous savez, la même chanson habituelle qu'elles nous sortent depuis, en même temps qu'elles nous sortent depuis qu'elles sont ensemble. Alexa Bliss et Nikki Cross les coupent, elles arrivent, elles disent qu'elles n'aiment pas les surprises, qu'elles aiment les surprises, qu'elles voulaient affronter les Kabuki Warriors, mais que les Kabuki Warriors se cachent à Monday Night Raw, et donc par défaut, elles challenge Becky Lynch et Bayley. Donc le match a lieu et tout, bon, un match assez lambda, hein. Intervention d'Asuka qui envoie Alexa Bliss dans l'escalier, ce qui prend vite à Alexa Bliss qui place le Bank Statement. Non, Sasha Banks qui place le Bank Statement sur Nikki Cross pour la victoire. Nikki Cross qui abandonne. Donc victoire de Bayley et Sasha Banks. Donc c'est logique, hein, championne et Becky Lynch et Bayley et Sasha Banks sont plus over que Alexa Bliss et Nikki Cross. Interview de Roman Reigns. Michael Cole lui fait remarquer. Roman Reigns dit tout de suite que ça fait bizarre de rentrer dans une arène où il n'y a personne, mais qu'il est content de revenir au Performance Center. Cole lui demande ce qu'il pense sur les critiques qu'il reçoit du fait qu'il est directement main event. Reigns lui dit que bon, il a l'habitude, en même temps, ça fait 5 main event de WrestleMania non justifié. Et ensuite il explique un peu qu'il a eu une année un peu difficile. C'est vrai qu'il a eu une année difficile avec son cancer, il a dû combattre son cancer, ensuite revenir. Pour moi, ce main event là, bon, il arrive un peu de nulle part, mais Roman Reigns il a quand même mérité son main event, quoi. Il est reparti d'en bas, il est pas revenu au top directement. Il a été en bas, tu vois, il nous a prouvé des choses. Moi j'aime beaucoup Roman Reigns. Ça se voit que bon, c'est le booking qu'il a eu qui nous faisait qu'il en avait marre et qu'on le détestait. Mais ça se voit sur sa gueule que ce mec là, c'est un mec sympa. Ça se voit sur sa gueule que c'est un mec sympa. Par rapport à Seth Rollins, ça se voit que c'est... Bon, il se prend pas pour de la merde. Roman Reigns, ça se voit que c'est un mec simple. Ça se voit, il transpire la simplicité, ce mec. Ça se voit, il transpire la simplicité. Donc ensuite, il mentionne que Goldberg est un part-timer. Et ensuite, il va lui botter le cul pour le titre, quoi. Donc ensuite, petite embrouille dans le vestiaire entre Baron Corbin et Jeff Hardy. Jeff Hardy est interviewé, Corbin vient un peu l'emmerder. Donc Corbin, qui n'a plus personne à l'emmerder, donc ils vont emmerder ceux qui font leur retour. Donc un match est annoncé entre eux un peu plus tard dans la soirée. Daniel Bryan demande conseil à Drew Gulak dans la coulisse. Et en fait ils se font couper par Zayn et Cesaro et Nakamura qui viennent les provoquer, qui disent que Daniel Bryan n'est plus rien maintenant. Et Daniel Bryan commence à s'approcher de Sami Zayn. Et Cesaro se met entre les deux. Et Cesaro et Bryan se disent qu'ils vont régler ça dans le ring. Donc Cesaro contre Daniel Bryan un peu plus tard dans la soirée. Morrison et The Miz viennent de célébrer leur titre, leur championnat par équipe qu'ils ont gagné à l'Elimination Chamber. Au passage, entre temps, il y a eu la diffusion du show Elimination Chamber féminin, le match complet, carrément, pour à mon avis combler les trous parce que voilà, c'est un peu compliqué au Performance Center quand même. Mais je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, franchement, ils s'en sont bien sortis. Avec des facilités, bien sûr, mais ils s'en sont bien sortis. Donc, Morrison et The Miz qui viennent célébrer leur titre par équipe, qui conserve le titre par équipe
Le fait est qu'il conserve le titre par équipe au Chamber. Ils font une petite blague sur le fait qu'il n'y ait personne dans le public. Jim Morrison dit que si quelqu'un pense que lui et The Miz ne sont pas la meilleure équipe de SmackDown, qu'il s'oppose. Bien entendu, il n'y a personne. Et The Miz dit que si quelqu'un pense qu'il n'est pas le meilleur technicien, qu'il parle. Et The Miz termine le langue en disant que cette fois-ci ils ne seront pas hués. Ensuite on enchaîne avec Mojo Rawley qui fait une apparition à la table de commentateurs pour annoncer l'arrivée de son pote Rob Gronkowski, un joueur de la NFL, un joueur de football américain. Voilà, Mojo Rawley qui vient, bref. Brian, donc ensuite on enchaîne avec Brian contre Cesaro, avec Drew Gulak du côté de Brian et Cesaro du côté de Nakamura. Je vais aller très rapidement. Victoire de Daniel Bryan avec un roll-up sur Cesaro. Nakamura se jette ensuite sur Daniel Bryan. Drew Gulak vient aider Daniel Bryan mais se fait défoncer et on l'envoie dans l'escalier. Bryan fait un springboard sur tout le monde et les officiels viennent séparer. Donc ça fait que Braun Strowman dans l'équation donc éliminé à jamais du titre intercontinental quoi. Je trouve ça un petit peu dommage quand même pour Strowman. Il venait de gagner son titre, il était content et tout, mais bon, Strowman, Strowman il a zéro charisme quoi. Pour moi, je suis honnête, hein, il a zéro charisme quoi. Le Big Show, il avait un charisme de ouf, il puait le charisme le Big Show, mais Strowman non. Moi Strowman il me fait rire, pour moi Strowman c'est un teubé quoi. Son booking fait qu'il est teubé, donc moi je crois qu'il est teubé, donc comme je crois le booking. Et ouais, par contre Bryan et Gulak ensemble, peut-être que Bryan ou Bryan, soit Bryan soit Gulak récupère le titre intercontinental et que ça mène une rivalité entre les deux pour le titre intercontinental. Là ce serait magnifique. Vous imaginez Daniel Bryan champion intercontinental maintenant là? Un champion qui se bat, un champion comme Daniel Bryan, un fighting champion, un vrai comme Daniel Bryan. Franchement, ça ferait grave plaisir. Un champion intercontinental, Daniel Bryan, champion intercontinental, Drew Gulak à ses côtés. Franchement, ça pourrait être ouf, quoi. Et le championnat intercontinental retrouverait son prestige. Donc ensuite, on enchaîne Jeff Hardy contre Corbin avec Elias au commentaire. Très rapidement, Elias fait quelques petites gratte un petit peu sa guitare, ce qui distrait Corbin. Et ensuite, Jeff Hardy enchaîne avec son Twister Fate, enchaîné d'un Sweat and Bomb pour la victoire. Ah non, excusez-moi, Twister Fate, Twister on Fury maintenant. John Cena fait son entrée et là, par contre, John Cena il a dit un truc vraiment que je valide, John Cena a dit tout ce que je pensais du film. Il a dit tout ce que je pensais du film. Je sais pas s'il le pensait vraiment ou c'était dans le cadre de la promo. Putain, il a dit que voilà, c'est bien d'avoir du potentiel, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi taffer dur. Et que, en gros, non mais je vais vous dire ce qu'il a dit en gros. Hein. Il faut bosser dur. Que lui aussi, il a perdu des matchs. Il a été contre The Miz, il a perdu contre CM Punk. Il a cité RVD à One Night Stand. Il a sorti Undertaker, il a sorti Brock Lesnar, mais que eux deux, il s'en est jamais pris aux autres. Il s'en est toujours pris à lui-même. Il s'est toujours lui-même remis en question. Et il a dit que tout simplement Rowan n'était pas le futur de la WWE et que The Fiend était la star la plus over-hypée. Et c'est la vérité, c'est la star la plus over-hypée de toute la fédération. On lui a donné le titre universel là. Mais il n'a rien fait avec, les rivalités étaient pourries, on le voyait une fois, deux dans le mois et c'était des apparitions vraiment éclairs. Non, The Fiend, depuis le début, je le dis, ça ne marchera pas dans la durée. C'est bien les feux d'artifice, ça ne marchera pas dans la durée. C'est pas un personnage qu'on peut voir tout le temps. Et un catcheur, on a besoin de le voir tout le temps. Kane, il faisait ça au début et il a trouvé un peu son... Kane, il a réussi à se détacher de cette image de mec qu'on voit pas souvent en étant là toutes les semaines. Il a été là toutes les semaines, il a eu des vraies histoires avec Kane, il a eu un vrai travail derrière. Il y a eu Undertaker, pareil, on le voyait toutes les semaines. Il avait son petit gimmick de... Oui, il était Undertaker, mais son petit gimmick de fighter, un peu comme ça, tu vois. Il a su se renouveler pour qu'on le voie plus souvent et pour pouvoir apparaître plus souvent au show. Alors que The Fiend, c'est impossible de voir plus souvent. C'est impossible. Et oui, The Fiend, ça a été la star la plus overhypée dans le vide, quoi. Donc ensuite, voilà, John Cena dit que
voilà, Bray Wyatt arrive. Non, il dit avant John Cena, il cite que le futur, il dit que le futur de la WWE n'est pas Bray Wyatt et qu'il dit que le futur est Thomas Ciampa, Matt Riddle, Drew McIntyre, Velveteen Dream, Rhea Ripley. Il dit que ça c'est le futur de la WWE quoi. Bray Wyatt arrive par la foule. Bray Wyatt, hein, pas The Fiend, arrive par la foule et dit en gros que sa défaite il y a 6 ans c'est à cause de John Cena que le Fiend est là. Parce que le match en 2014, je crois, je l'avais vu à WrestleMania. Il était pas mal, hein. Il était pas mal, hein, John Cena The Fiend à WrestleMania. J'avais vu ce match, j'avais trouvé vraiment pas mal. 6 ans plus tard, bon, The Fiend dit que c'est John Cena qui est à l'origine de la création du film, quoi. Voilà. Et le show, voilà, se finit comme ça. The Fiend qui disparaît, voilà, vous connaissez un peu la chanson. J'enchaîne tout de suite avec le Monday Night Raw de hier soir. Cette fois-ci c'est Jerry Lawler, Brian Saxton et un commentateur que je ne connais pas, je vais pas vous mentir, ou Todd Grisham, je sais pas. Edge arrive sur le ring directement, il cherche même pas à comprendre, il dit un peu ce qu'il pense d'Orton, il dit que Orton a tout eu sur un plateau et qu'il savait que dès le début qu'ils se sont connus, dès le début de leur carrière, de la carrière de Orton, il savait qu'au bout d'un moment ils allaient se croiser, qu'au bout d'un moment ça allait chaud, ça allait vraiment. Je sais pas comment. En fait, Orton et Edge ont une carrière très parallèle en fait. Ils se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de choses voilà. Edge et Orton, non. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, ça fait longtemps que je regarde le 4, ça fait longtemps que je connais les deux. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un parallèle entre les deux. C'est toujours. Bon, Edge à un moment donné était le top heel de SmackDown. Bon, Orton était le top heel de Raw. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis arrivé dans le catch en fait. Quand j'ai commencé à regarder les catch, Orton était le top heel de Raw et Edge était le top heel de SmackDown. Donc, ça fait que les voir 10 ans après, comme 15 ans après, comme ça, c'est une rivalité dans laquelle je suis énormément impliqué. Donc, voilà, il dit qu'il a rien eu, que lui, il a fallu qu'il bosse pour avoir ce qu'il veut et que Randy Orton qu'il arrête de donner des explications à la con, qu'il est juste frustré que Edge l'ait éliminé au Royal Rumble et que il sait que lui et Orton, leurs destins sont liés sur le ring et il challenge Randy Orton dans un last man standing match à WrestleMania et on aura la réponse de Orton la semaine prochaine sur le ring. Becky Lynch fait son entrée avec un semi-remorque histoire de pousser la badassitude à son paroxysme. Becky Lynch, ça se voit qu'elle joue un rôle. Elle arrive, semi-remorque, Steve Austin, on a compris, hein, j'ai compris tout de suite ce qui allait se passer. Steve Austin, il y a beaucoup de il y a 50% de. C'est même pas un gimmick, c'est un grossissement de son caractère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est son caractère, mais il le grossit. Il joue pas une gimmick, c'est son caractère, mais il le grossit à fond de balle en fait. Becky Lynch, elle joue un rôle, je vous le dis direct. Il suffit pas de gonfler les épaules, marcher marcher de droite à gauche et tenir la ceinture d'une certaine manière et faire la gueule tout le temps pour être badass. Becky Lynch n'est pas badass. Et c'est du forcing. On lui fait du forcing avec Becky Lynch, mais c'est ouf quoi. Du forcing, mais un balle. Donc ensuite, voilà, rediff du Royal Rumble complet. Signature de contrat entre Styles et Taker. Undertaker fait son entrée. Et il fait son entrée un peu en American Badass. Il fait son entrée en mode torse nu, bonnet et tout. Styles s'amuse à jouer avec les nerfs du Taker. Il vient pas, il met sa musique retentit, elle se coupe, machin. Ensuite Styles apparaît sur l'écran géant. Il provoque l'Undertaker en l'appelant Mark. Et il lui dit que tout simplement c'est lui qui a lancé le challenge pour WrestleMania. Donc il peut signer quand il veut. Donc il a le contrat en main, donc il signe le contrat et il cite aussi la femme de l'Undertaker, Michelle McCool. Et il signe le contrat et demande à Gallows et Anderson de lui ramener le contrat. Donc il ramène le contrat sur le ring. Il s'approche du ring mais la lumière s'éteigne. Le Taker se retrouve derrière eux et les démolit et ensuite il signe le contrat et fout le contrat dans la bouche de Carl Anderson. Là on voyait un côté un Undertaker un peu plus humain. Ça m'a grave fait plaisir de le voir comme ça, un peu plus humain, un peu plus
accessible en fait. Ça m'a fait grave plaisir ce segment. Cette rivalité ne présage que du bon et j'ai trouvé cet angle très intéressant. Styles qui joue avec les nerfs de Undertaker, qui essaie de trouver l'humanité d'Undertaker, qui essaie d'humaniser Undertaker, et c'est très intéressant. Donc ensuite Andrade contre Mysterio avec Asuka au commentaire, ça j'ai pas compris. Au commentaire une personne qui ne parle pas anglais, mais bon laisse tomber. Victor de Rey Mysterio avec un 619 et enchaîné d'un splash. Donc voilà, Andrade Mysterio, bon, ils nous font des bons matchs, hein, mais 37 fois le même match, d'un moment, donc indigestion. Becky Lynch a une conversation avec Shayna Baszler pour vous voir un match, hein. Ai-je besoin de commenter ça? Non. Kevin Owens, une petite interview de Kevin Owens avec Charlie Caruso. Owens dit qu'il accepte le défi de Seth Rollins, et comme WrestleMania se déroulera au Performance Center, il dit que Rollins qui connaît le Performance Center et que lui contre Rollins il joue à domicile et qu'il vaincra Rollins à WrestleMania. Entrée de Stone Cold Steve Austin, ça fait plaisir de le voir. Il dit qu'il est heureux de venir dans la salle, il va se fêter le 316 Day et il dit qu'il est heureux d'être dans une salle vide, mais heureux d'être dans l'écran des fans du coup. Il demande à Hell Here, mais personne ne répond. Il demande à Saxton qui le dit. Austin fait un petit jeu avec Saxton. En fait, Austin a des petites cartes et Saxton a des petites cartes notées de 1 à 10 et Austin doit dire les choses. En fait, Austin doit dire les choses à faire pendant le 316 Day et Saxton doit le noter. Donc Saxton le note, machin et tout. Le jeu se passe, hein, je passe un peu ça. Et Austin remercie Saxton, lui offre une petite bière bien fraîche. Il lui porte un stunner bien sûr, hein. Et ensuite qui arrive, Becky Lynch. Je savais qu'ils allaient essayer de l'associer à Steve Austin pour faire. Vous voyez, c'est la nouvelle Steve Austin. C'est la Steve Austin au féminin. Je savais qu'ils allaient faire ça, je le savais putain. Donc elle arrive avec une glacière, hein. Bon, une glacière remplie de bière. Elle arrive, elle marche sur Brian Saxton. Ensuite, Steve Austin lui offre, il commence à se boire des coups. À un moment donné, Steve Austin relève Saxton, il le réveille à coup de bière et lui met un stunner, c'était rigolo. Et l'Euro se finit comme ça. Bon, en ce moment, il y a plus de choses qui se passent en dehors de la WWE qui impactent la WWE que la WWE en elle-même. Les storylines là ne sont plus vraiment le centre d'intérêt, n'est plus le centre d'intérêt de la WWE. Le centre d'intérêt, c'est comment organiser un WrestleMania dans un Performance Center. Là, ça a été annoncé, ils peuvent plus retourner en arrière. WrestleMania dans un Performance Center, c'est en même temps historique, mais en même temps catastrophique. Je sais pas comment ils vont faire, je sais pas comment ils vont se démerder, c'est la WWE, je leur fais confiance, mais putain, WrestleMania à huis clos, WrestleMania à huis clos, comment vous allez faire? WrestleMania c'est un rendez-vous, WrestleMania n'est pas seulement un show, c'est une fête, c'est 7 heures de fête, c'est une sorte de festival, c'est là où la WWE met le paquet, c'est là où tout, c'est WrestleMania, ce n'est pas qu'un show, c'est tout autour, tu vois les gradins, tu vois comment c'est énorme, tu vois que il y a des gens qui viennent à WrestleMania, ils ne regardent même pas les matchs, il y a des gens, ils viennent à Mania, ils regardent pas les matchs, ils viennent pour boire, pour manger, pour passer un bon moment en famille. Mais il y en a, ils viennent à WrestleMania, ils viennent pas pour regarder les matchs. WrestleMania, c'est une véritable fête. Voilà, c'est WrestleMania quoi. Et que le fait que ça se déroule au Performance Center, c'est une véritable catastrophe. C'est catastrophique. Et non, le vieux aurait dû tout simplement repousser. WrestleMania. Et voilà, donc dû au confinement, je vais vous sortir des vidéos un peu plus souvent en ce moment. Je serai un peu plus disponible. Et abonnez-vous, likez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.